Ces objets racontent beaucoup de choses et si vous les enlevez de leur pays d'origine, c'est comme une bibliothèque qu'on brûle. C'est comme une mémoire qui disparaît. Je m'appelle Bénédicte Savoie, je vis à Berlin depuis 25 ans, j'enseigne à l'Université technique de Berlin l'histoire de l'art et l'ouvrage que nous allons évoquer a été coécrit par Felwine Sarr, professeur d'économie et philosophe aux États-Unis, et moi. Il est paru aux éditions du Seuil en 2018 et il s'intitule « Restituer le patrimoine africain ». À l'époque coloniale, tous les pays européens qui possédaient des colonies sur le continent africain, et notamment au sud du Sahara, se sont appropriés massivement les patrimoines historiques de l'Afrique. Le propos du livre, c'est de dire qu'il faut restituer non seulement cette présence matérielle, mais les mémoires qui y sont liées et les resocialiser, leur refaire une place sur le continent africain. On parle parfois de 90% du patrimoine africain qui serait hors d'Afrique. Et si on regarde une carte, si on met le nombre d'objets listés dans les inventaires des musées européens et des musées français sur une carte, on voit que ce sont ces musées qui ont presque tout et que ce presque tout est arrivé pendant la période coloniale. Certains parlent d'extraction culturelle, comme on peut parler d'extraction des ressources naturelles. Là, il s'agit d'extraction des ressources culturelles. Tout ça est parti, souvent sous forme violente et en tout cas en laissant souvent des traumatismes, des villages, des communautés, des rois traditionnels, des villes, des régions entières traumatisées par ce départ massif de leur patrimoine. Et le grand vide qui est resté forme ce que Kader Attia, l'artiste contemporain, appelle une douleur fantôme. C'est-à-dire qu'il y a un malaise, il y a quelque chose lié à cette grande absence. Les raisons sont nombreuses. Elles sont principalement liées à une attitude qu'on pourrait qualifier de psychologique, qui consiste à considérer que les créateurs mêmes de ces œuvres d'art ne sont pas capables de les conserver. En réalité, cette rhétorique arrogante sert à couvrir principalement une autre rhétorique, qui est la rhétorique du musée d'ethnographie. Les musées ethnographiques européens ayant été inventés au XIXe siècle dans une logique de concurrence nationale entre Paris, Londres, Bruxelles, Berlin, si on veut, pour faire simple. Ces musées voulant tous avoir les séries les plus complètes de tous les types d'objets du monde, et le musée ayant la série la plus complète serait celui de la nation la plus forte, la plus à même de dominer ces régions du monde. Donc on a un double langage, un langage implicite, qui est celui du musée, le musée faisant semblant d'être un lieu simplement apolitique, qui montre des belles choses, mais qui est en réalité un lieu d'affirmation nationale et de concurrence nationale. Et d'un autre côté, lorsque des demandes de restitution sont arrivées, ce geste de l'ancien colonisateur qui continue de considérer les territoires précédemment colonisés comme immatures, inaptes et incapables de prendre soin du patrimoine. Il faut rappeler toujours et toujours d'abord la manière dont ces objets sont arrivés en Europe, puisque les visiteurs de musées en général ne sont pas informés sur la manière dont ces objets sont arrivés et ne comprennent pas pourquoi il faudrait les rendre ou en rendre une partie, puisqu'on ne sait pas comment elles sont venues. On entend souvent parler en France de conditions à réunir avant de restituer, comme s'il y avait d'abord quelque chose à faire et qu'ensuite, en termes pratiquement comme une récompense ou une conséquence, on rendrait les objets. Mais à vrai dire, ces conditions à réunir n'ont pas à être réunies du côté africain. Ce n'est pas la tâche des Européens spoliateurs, entre guillemets, de ceux qui se sont appropriés, souvent avec violence, ces œuvres d'art, d'imaginer en plus comment il faudra les conserver à l'avenir. L'une des grandes difficultés dans le processus de restitution, qui est en cours maintenant depuis quelques années dans l'ensemble de l'Europe, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler le lâcher-prise des anciennes puissances coloniales, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, du Royaume-Uni, qui ont du mal à imaginer que d'autres sont capables de conserver leur patrimoine. Et ce lâcher-prise, c'est un lâcher-prise avant tout psychologique.
Je suis très inspirée par le travail de 2 jeunes femmes. L'une qui est philosophe, Nadia Yala Kisukidi, maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris 8, qui travaille notamment sur Henri Bergson, mais aussi sur le lien entre la pensée coloniale et la philosophie et l'Afrique, extrêmement stimulante. Et d'autre part, Nora Philippe, qui est à mi-chemin entre le film, l'image, le texte, les expositions. Donc c'est quelqu'un qui travaille davantage peut-être avec des images, qui m'est très familier puisque je suis historienne de l'art, et qui écrit l'histoire avec des images. Les travaux de ces 2 jeunes femmes qui peut-être ne rentrent pas dans cette grande bulle de la pensée française contemporaine, qui paraît quelque chose de plus écrasant que stimulant comme expression, sont ce qui me fait plaisir à lire et à entendre et à voir en ce moment.